Chers amis auditeurs de Mind Radio, bonjour. Soyez les bienvenus à notre émission, notre rendez-vous mensuel de tous les premiers dimanches du mois, le Focus Citoyen International, où nous faisons le point de l'actualité du mois précédent, donc du mois de février pour cette émission. Et puis après, nous allons aborder le thème des déguerpissements qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire. Nous avons en principe deux invités. Le deuxième n'a pas confirmé, mais il y a le coordinateur des victimes de GESCO qui sera avec nous pour nous expliquer lui-même comment les choses se passent là-bas. Voilà. Donc, avant qu'on ne lui donne la parole, rapidement, nous allons évoquer les points saillants de l'actualité du mois de février. Donc, en février, ce qui a marqué le mois de février en premier, c'est la finale de la CAN en Côte d'Ivoire qui a été remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Une très belle finale qui a apporté beaucoup de joie aux Ivoiriens. Et puis après, malheureusement, on est descendu à nos réalités. Et donc, voilà, le 22 février, c'est un jour qui a été très riche en décisions au niveau de notre pays. La première décision a été prise par le ministère en charge du commerce qui avait, le 15 janvier, interdit l'exportation des produits vivriers. Voilà. Et ça avait créé aussi un gros problème parce que tous les acteurs de la filière étaient en difficulté. Ils avaient dit que cette interdiction courait jusqu'au mois de juin 2024. Ce qui n'était pas très logique puisque leur prétexte était que la sécheresse allait être rude cette année et donc il fallait protéger le marché intérieur. Et nous disions deux choses. La première, c'était que si ce n'était que pour la sécheresse, la mesure ne devait pas aller jusqu'au mois de juin parce que la sécheresse finit en Côte d'Ivoire à la mi-avril. Ensuite, bizarrement, cette année, la sécheresse n'est pas aussi rude puisque depuis le mois de janvier, on a des pluies. Aujourd'hui même, il a plu sur toute la ville d'Abidjan. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas eu de dialogue avec les acteurs de la filière afin qu'ils y soient préparés. On a vu des femmes du vivrier en train de pleurer parce que toutes leurs commandes sont restées sous leurs mains parce que elles n'avaient pas de débouché. Le temps de s'organiser pour trouver un circuit sur le marché intérieur, des produits ont pourri. Il y a des camions de bananes qui ont pourri à la frontière du Mali, du Burkina. En tout cas, ça a causé beaucoup de désagréments aux acteurs de la filière. Heureusement qu'ils ont changé d'avis. Subitement, le 22 février, cette interdiction a été levée et donc les activités de tous ces acteurs-là peuvent reprendre. Mais on insiste pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a un gros problème et ça, c'est au niveau de pratiquement tous les ministères. Quand ils prennent une décision, elle est avec effet immédiat. Donc, très souvent, les acteurs du secteur concerné ne sont pas préparés à supporter cela et ça crée vraiment beaucoup de désagréments. La deuxième nouvelle que nous avons eue le 22 février, c'est le communiqué du Conseil national de sécurité qui a annoncé la libération de 57 prisonniers politiques. On disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà la preuve encore qu'il y en a puisque c'est par des décisions politiques qu'on les libère. Et donc, c'est une décision qui était attendue depuis longtemps, tellement attendue que certains n'y croyaient plus. Et finalement, ce 22 février, la nouvelle est tombée. Et parmi ces prisonniers, les plus célèbres sont le général Dogo Blé et Soul Soul, le vice-président de GPS. Donc, à cette nouvelle, nous avons été heureux parce qu'il s'agit quand même de libération de prisonniers, mais on a resté sur notre faim parce que le 20 février, on avait dit que puisque le 14 février, au Conseil des ministres de l'État avait annoncé des mesures de décrispation, on a pensé que cette décrispation-là s'étendrait à plusieurs plans, plusieurs domaines de la vie des Ivoiriens. Au-delà des aspects politiques comme la libération des prisonniers politiques, on a pensé que par rapport à la vie chère, par exemple, certaines décisions allaient être prises parce que actuellement les Ivoiriens sont réellement asphyxiés, surtout par les factures. Malheureusement, c'est cette seule nouvelle qui a été donnée et en termes de décrispation, nous pensons qu'il y a un
politique parce que les prisonniers de 2011, donc qui sont là-bas depuis 13 ans, n'ont pas été tous libérés. Il y a 5 d'entre eux, dont le commandant CKCK, qui n'est pas libéré. On a appris que ce serait parce qu'il aurait des problèmes de santé, mais moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas un meilleur endroit que sa famille pour guérir rapidement. Donc, il y a 5 parmi eux qui n'ont pas été libérés. Et par rapport aux autres prisonniers militaires, parce que les prisonniers militaires, là, c'est pas seulement ceux de 2011. Il y a les prisonniers militaires de 2011, mais après, il y a d'autres militaires qui ont été arrêtés. Donc, il existe encore un autre groupe de prisonniers militaires. Et c'est pas tous les prisonniers que l'opinion est informée. Tous les mois, il y a des gens qu'on arrête dans le cadre politique, mais c'est pas forcément médiatisé. Donc, c'est pas tout le monde qui sait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'une 60aine de prisonniers politiques et civils, militaires et civils qui sont encore dans les geôles et qui, pour la plupart, ne sont pas jugés. Nous avions relevé le cas de Dogo Nyato Ange et 3 de ses amis. Il a été le seul à être libéré alors que les autres sont aussi dans le même dossier que lui et ça, on ne comprend pas pourquoi. Donc, il y a vraiment, on est resté sur notre main. On se réjouit quand même que les autres aient été libérés, mais nous pensons que si on veut une véritable décryptation, il faut libérer tous les prisonniers politiques et il faut des mesures d'apaisement par rapport à la cherté de la vie qui asphyxie les Ivoiriens. La 3e décision qui est tombée le 22 février 2024, c'est celle d'un communiqué du district qui a annoncé la démolition de 176 sites, dont 77 seraient à risque, et cela a suscité l'émoi parce que dans le communiqué, on nous dit que les 176 sites seront détruits sur la période du 9 au 17 mars. Même pas 2 semaines, et on ne sait pas s'il est fait courir, mais du 9 au 17 mars, on détruirait tous ces sites. Le problème, c'est que non seulement on n'a même pas attendu cette période, mais des cas ont déjà commencé sans que les personnes qui habitent ces quartiers aient été informées, aient été préparées. Vous allez avoir le témoignage tout à l'heure de M. Banan, qui est le président des victimes, le coordinateur des victimes de GESCO. Il va vous expliquer ce qui s'est passé. Partout où nous sommes passés à Banco 1. Nous n'avons pas pu aller à Boribana, mais eux aussi ont été surpris. Et donc, toutes les démolitions qui ont eu lieu ces derniers temps se sont faites sans que les populations n'aient été averties, préparées, encore moins dédommagées. Voilà. Donc, nous pensons que pour un président qui veut qu'il y ait de la décrispation, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'obtenir cela en libérant quelques prisonniers d'un côté et en mettant des milliers de familles à la rue. Vraiment, c'est assez effroyable, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Et malheureusement aussi, au dernier Conseil des ministres, le président n'a pas eu de décision vigoureuse. Il a simplement invité ceux qui mènent cette opération à plus de solidarité et d'humanisme, ce qui veut dire qu'il est d'accord avec ce qui se fait. Seulement, il demande aux gens d'y aller un peu doucement. C'est pas une décision ferme. Nous aurions souhaité, pour respecter notre Constitution en son article 2, qui dit que la vie humaine est sacrée. Ce même article 2 dit que les droits qui garantissent la dignité humaine ne doivent pas être atteints. Et on a encore violé cet autre article de la Constitution. On a encore violé toutes les conventions internationales concernant la sécurité des personnes en situation de déplacement involontaire. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où, dans 3 quartiers d'Abidjan, notamment Gesco, Boribana et Banco 1, des populations ont été mises à la rue, des écoles ont été détruites, des mosquées, des églises ont été détruites sans que les gens n'y aient été préparés. Comme on va en parler tout à l'heure avec M. Bana, on ne va pas nous étendre dessus, mais ce qu'on voudrait dire, c'est qu'en principe, si nos députés sont responsables, ils devaient convoquer le district à l'Assemblée nationale pour rendre compte de cette situation. Si le président aime les Ivoiriens et qu'il voit tout ce qui est en train de se passer, il devait demander l'arrêt immédiat de toutes ces démolitions, le temps de faire le point et aussi de mieux organiser la suite. S'il est vraiment nécessaire de déguerpir ces personnes, il faut le faire en prévoyant des sites de recasement, en prévoyant des dédommagements afin qu'on ne précarise pas davantage leurs conditions de vie. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour le point de l'actualité. S'il n'y a pas de questions particulières, on va
poursuivre avec notre invité. Allez-y, monsieur Eddy. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. C'est Eddy. Merci pour le point qui a été fait. Concernant le tout dernier sur les démolitions, Edith, s'il te plaît, de nous faire une lecture. On a quand même vu aussi des messages circuler de la part de, quelquefois, je ne sais pas si je peux les appeler des journalistes, mais je vais leur prêter ce nom-là puisqu'ils écrivent dans des organes de presse et puis animent des organes de presse en ligne. Le point qu'ils faisaient, c'est qu'il y a premièrement des avertissements ou alors des préavis de démolition, si je peux dire ainsi, qui ont été donnés donc à ces populations victimes à GESCO, surtout concernant le propriétaire de l'école dont on parle. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il est vrai, avec ce qu'on voit aussi circuler sur la toile, est-ce qu'il est vrai que des sites avaient été construits au préalable pour recaser ces populations-là et qu'il y en a qui ont refusé d'y aller? Ok. Merci. Bon, on va revenir sur le sujet tout à l'heure avec M. Banan. Okay. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, c'est faux que les populations aient été préparées à ça. Ils n'ont reçu aucune mise en demeure. Le fondateur de l'école devait être à cette émission. Lui seul sait pourquoi finalement il n'est pas venu, mais ce qu'il nous a dit, et c'est justement pour cela que quand le 23 février, le vendredi 23 février, le district a produit un communiqué qui prétend qu'il avait été dédommagé, le samedi 24, il a fait une réponse pour démentir tout ça. Il a même dit que le district a fabriqué une mise en demeure qu'ils ont mis en ligne et tout. Après, le district a reconnu qu'ils étaient dans l'erreur. Si effectivement ils avaient respecté une certaine procédure, ils n'auraient pas reconnu qu'ils sont dans l'erreur et actuellement ils ne seraient pas en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que cette école puisse reprendre ses activités. La deuxième chose qui se raconte aussi sur les réseaux, ce serait que les personnes là aient été dédommagées et qu'elles ne veuillent pas partir. Ça aussi c'est faux. Si vous regardez la liste officielle des 176 sites, vous verrez que pour certains sites, on a précisé sites de recasement. Et puis pour d'autres, on n'a rien mis. L'expérience nous a montré que quand ils parlent de sites de recasement comme ça, là, c'est un site où ils vont déverser ces populations-là, mais vraiment sans aucune commodité. Cette fois-ci, on va voir ce que ces fameux sites de recasement vont offrir. Mais en tout cas, ceux dont on a cassé les maisons à Gesto, à Boribana et au Banco 1, là, ils n'ont eu aucun site de recasement. Maintenant, pour le cas de Boribana, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont été indemnisés dans le cadre du projet du 4e pont. Il y a ceux qui ont été indemnisés dans le cadre du projet du 4e pont. Ceux-là, ils devaient être partis. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne fait jamais rien de bout en bout en contrôlant, il y a effectivement des zones où les gens ont été indemnisés, on ne les a pas fait partir, c'est-à-dire que normalement là, le dédommagement s'inscrit dans un calendrier d'exécution. Depuis les négociations jusqu'à la libération du site, normalement. Donc quand on a fini de payer les gens là, l'État devait prendre les dispositions pour que ces personnes s'en aillent et que le site ne soit plus recolonisé. Malheureusement, il y a certains projets où l'État paye les gens et puis l'État ne les fait pas partir et puis les gens restent là et puis les propriétaires qui ne sont pas honnêtes laissent partir les anciens locataires qui sont informés de la situation, prennent de nouveaux locataires ou alors vendent la maison alors qu'ils savent très bien qu'ils ont déjà été indemnisés pour partir et ça crée des situations qui sont après ingérables. Mais si des gens ont été dédommagés et qui ne sont pas partis là, c'est la faute de qui? C'est l'État qui devait prendre toutes les dispositions pour que ceux qui sont indemnisés s'en aillent. Vous aurez vu que sur le site, on aurait deux catégories de population. On aurait eu même carrément une partie du site qui est vide parce qu'elle aura été libérée puisque les gens auraient été dédommagés et une autre partie de ceux qui n'ont jamais reçu d'indemnisation. Donc, il ne faut pas généraliser les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux, mais justement, nous sommes ici pour parler de la réalité. C'est pour ça que nous avons invité d'ailleurs M. Banan, qu'il vienne dire sa part de vérité. Il est sur le terrain. Aujourd'hui même, il a été chargé par la mairie. Maintenant qu'ils ont tout cassé là, c'est maintenant il cherche à recenser les gens. Il a été chargé par la mairie de faire un recensement des personnes affectées. Alors que quand on casse les maisons comme ça, là, souvent les gens se dispersent, hein, c'est pas tout le monde qui reste sur le site. Il y en a qui vont au village, il y en a qui vont chez des amis, chez des voisins, ainsi de suite. C'est difficile de reconstituer le vrai fichier. C'est pour ça que si l'État est responsable, avant de toucher à un site, il recense
il fait le point avant de faire quoi que ce soit. Et il dédommage aussi. Bref, M. Eddy, tout ce qui se dit sur les réseaux n'est pas vrai et malheureusement, tous les journalistes ne sont pas de bonne foi. Merci, Edith. M. Sostène Kofi, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Madame Pelcheri Bané. C'est avec plaisir que je participe à une de vos émissions parce que je suis personnellement un de vos fans. Je suis très loin. Donc, moi, ma question est concernant votre organisation et puis les partis politiques. Je vous ai entendu parler des députés. Ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez de manière, je dirais, technique, mais institutionnelle dans votre organisation pour travailler avec les députés? Parce que d'abord, nous avons un problème dans notre pays. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les associations à caractère, je dirais, non politique, civil, comme ce que vous faites là, et puis les politiques. Or là, vous avez donné une idée, une suggestion. Si les députés étaient sincères, en fait, ils devaient en convoquer le gouverneur à l'Assemblée nationale, ou bien les institutions, les ministères concernés par tout ce qui est déguerpissement. Mais cela n'est pas fait. Mais en même temps, moi, je vous demande qu'est-ce que vous faites en fait dans ce genre de choses-là avec les partis politiques. Ok, merci beaucoup, M. Kofi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous avons commencé à travailler dans ce domaine-là de défense des droits des personnes victimes d'injustice et d'abus, on a essayé d'approcher des députés. Mais même les députés de l'opposition vous diront « Ah, ce que vous faites là, c'est vraiment bien » et puis ça s'arrête là. En dehors du député Akale Tiemoko qui intervient sur plusieurs sujets d'intérêt général et qui le dit haut et fort, mérite son salaire de député, les autres là, qui regardent. Il y en a même dans les coulisses qui viennent à nous pour certaines informations. On pense qu'ils vont les utiliser pour défendre les populations et puis après, on ne voit rien. C'est pour cela que quand nous avons tenu notre convention d'août 2023, nous avons décidé de nous préparer pour les prochaines législatives. Il faut que la société civile ait ses députés. Parce que les députés de l'opposition, là, même si vous êtes minoritaire, vous pouvez quand même adresser les problèmes des populations, quitte à ce que la majorité décide autrement. Quand Akale Tiemoko parle seul, là, il est avec qui et puis il parle. Donc, ça veut dire que les députés de l'opposition qui sont encore plus nombreux pouvaient faire quelque chose s'ils le voulaient. Mais on ne sait pas dans quoi ils sont pour parler comme les Ivoiriens. Donc, nous, en tant que société civile, c'est la première décision que nous avons prise. La seconde, c'est que nous encadrons ces victimes-là en les orientant quand c'est nécessaire vers un avocat ou alors en communiquant sur leur situation. Il arrive aussi que nous écrivions aux personnes, aux ministères concernés pour pouvoir obtenir gain de cause. On a un très bel exemple à Bobo Dépôt Neuf. Il y avait des populations qui devaient être déguerpies là-bas. Ils ont reçu 2 mises en demeure, une du ministère de la Construction, une autre du ministère de l'Assainissement. Ils sont venus nous voir. Au début, les gens du quartier ne voulaient pas. On dit, nous, c'est politique qu'on fait. Ils sont venus nous voir. Finalement, nous y sommes allés. Nous avons parcouru le site et nous nous sommes rendus compte que le ravin pour lequel ils voulaient déguerpir ces populations-là n'était pas si dangereux que ça. Ce qu'ils appellent zone à risque là. C'est la fin du ravin qui débouche sur un gros trou, un énorme trou qui avalait effectivement leur maison. Mais toute la longueur du ravin là avait commencé à se refermer parce que la végétation avait recolonisé le trou. Mais c'est vers la fin là-bas qu'il fallait effectivement au moins casser les maisons 10 mètres autour du ravin, mais pas seulement ça, faire les travaux pour stopper l'avancée du ravin. Mais les gens avaient voulu tout le long du ravin casser les maisons 25 mètres de part et d'autre. Et quand nous avons fait le focus, nous avons présenté cela. Le ministre lui-même, c'était en août 2023, le ministre lui-même a appelé le responsable des populations pour dire que le 10 septembre, après les élections, il vient là-bas. Et il a envoyé ses équipes sur le terrain pour vérifier ce que nous, on a dit au cours de nos séances de travail. Aujourd'hui, les populations là sont là. Donc, bon, à notre niveau, on fait ce qu'on peut, mais il faut dire que les politiques ne sont pas faciles à comprendre et faciles à gérer. Donc, on fait vraiment ce qu'on peut. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à vos questions. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation de notre invité pour entrer dans le vif du sujet par rapport au déguerpissement. Monsieur Banan, vous êtes là?
Ok, on va aller avec M. Banan qui a ouvert son micro. Vous allez vous présenter aux auditeurs et nous dire ce qui s'est passé réellement à GESCO et où vous en êtes. Allez-y, M. Banan. Ok. Bonsoir, madame. Chérie Balé. Bonsoir. Je m'appelle M. Banan Gourou Marcelin, coordinateur des propriétaires de cours de Yopougon GESCO. Effectivement, ce soir, je suis là pour, afin de répondre à vos questions et aussi vous informer sur ce qui se passe sur le site de Yopougon GESCO. Voilà. Allez-y. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé quand? Voilà. Depuis, ça fait au moins une semaine parce que GESCO appartient à Yopougon. Nous sommes dans une commune et nous avons un maire. Et depuis un certain moment, le district est venu sans nous informer. Nous avons vu dans notre quartier des gens qui portaient des habits verts avec des tenues bizarres en compagnie de Louba et avec la police municipale de comme on appelle de Koumassi et du district. Ils sont venus et ils ont commencé à casser parce que pour rentrer à la GESCO, il y a une cité on appelle Eden. Ils ont commencé à casser la cité sans même demander aux populations. Et les populations se sont approchées, ils ont demandé et ça c'est devenu une bagarre. Ils ont cassé totalement la cité. Et comme ça, les populations sont sorties le premier jour, mais il y a eu affrontement entre les populations et les Louba du district de Yopougon. Parce qu'ils avaient des pierres et ça s'est passé d'une mauvaise manière. Quelques jours après, on avait notre, comment on appelle, maire de la commune, M. Adama Bitogo, qui est arrivé dans le quartier. Et comme ça, il a vu ce qui se passait. Parce que on a averti la mairie de Yopougon par rapport à ce qui se passait dans notre quartier. Et comme ça, M. Adama Bitogo est venu, il a constaté les faits. Et il a approché, comme on appelle, monsieur le ministre Seba Congo. Et ils ont eu à causer. Et après, il est venu nous voir en nous disant qu'effectivement, les machines vont plus casser pour venir vers GESCO Restructuration. Parce que la cité Eden se trouve dans un site qui appartenait à l'État. Eux, ils ne sont pas dans la cité de GESCO Restructuration. Eux sont dans la cité Eden parce que c'est un site qui a été acheté à une cité. Et quelques jours après, le ministre nous a informé qu'ils ne vont plus venir. Si jamais on les voyait, que la population se soulève et qu'on appelle la mairie afin qu'ils vont nous envoyer, comme on appelle la police du district et comme la police de la mairie de Yopougon. Quelques jours après, nous voyons que la police de la mairie de Yopougon était dans le quartier. Ils surveillaient. Et quand le ministre a voyagé, le district a appelé la mairie pour leur dire qu'ils venaient pour ramasser les grabats qu'ils avaient laissés à la cité, les maisons qu'ils avaient cassées. Parce qu'ils ont cassé vers là-bas 25 villas. Donc comme ça, ils venaient ramasser les grabats pour aller avec. C'était un dimanche. Et c'était aux environs de 9h. Moi-même, j'étais à Daloa et on m'a appelé pour me dire, ah, les gens là sont venus, ils sont en train de casser. C'est là ma femme a dit, ah, ils vont arriver vers nous. J'ai dit, ils vont pas arriver parce que j'ai appelé au niveau de la mairie, on m'a dit, ils vont pas arriver vers nous. Ok, on est resté de 9h, on va savoir, on va arriver vers 11h. Ils étaient déjà dans le quartier. Et on a joint le district en les informant que et la mairie, que le district est rentré sur le site que l'État nous a donné. Et la mairie a appelé. Ils ont envoyé des gens, ils sont venus. Mais le moment où la mairie va venir, ils avaient déjà cassé une grande partie du quartier. Parce qu'ils avaient quelque chose en cœur. Ils ont cassé jusqu'à arriver à l'école. Et il y a eu affrontement parce que les enfants étaient en cours. Il y a certains même qui avaient des devoirs. Et les élèves sont sortis, ils ont commencé à les lapider. C'est comme ça, la bagarre a commencé entre les élèves et les Louba du district. Quelques heures après, le moment où on va arriver vers 16h, ils étaient déjà arrivés très loin. Ils avaient fini de casser le collège. Ils ont fini de casser totalement le collège. Ils étaient en plein même dans le quartier maintenant. Et c'est là la population s'est soulevée. Et quelques heures après, leur machine même s'est gâtée un peu. C'est là ils se sont reposés. Et le même lundi matin, la population a vu encore les machines redémarrer, reprendre leur travail. Et ils allaient encore continuer dans le quartier de GESCO. C'est là, les braves garçons de GESCO se sont réveillés. Ils ont dit, mais si cela on ne les arrête pas, quelque chose va se passer. Et la population est sortie. On a bloqué l'autoroute du Nord. La jeunesse a bloqué l'autoroute pendant 5 heures du temps. Et la police est venue. 12 cargos de gendarmerie. J'ai dit bien 12 cargos de gendarmerie pour venir frapper les Ivoiriens qui défendaient leur héritage, leur vie, leur maison que leurs parents ont laissée. Et je vous dis, sur ce site, ce sont des grandes familles qui sont là-bas parce qu'ils sont là depuis 40 ans, 30 ans. Et en réalité, ils nous ont rien donné comme papier. C'est un très grand quartier, GESCO Pays-Bas. Certains ont leur papier ACD, certains ont des certificats villageois. Donc, c'est pour vous dire que
Nous sommes approuvés par l'État depuis 1995. Le secteur est approuvé par l'État de Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ont les papiers depuis le temps de Awandori Raymond qui a signé jusqu'à aujourd'hui, même le ministre Bruno Nabana a signé des ACD. Nous avons ces papiers. Et c'est moi qui ai remis tous ces papiers au député de Tia-Salé, monsieur Assalé, que je salue ici, vraiment, qui a apporté notre voix au vote, afin que nous puissions vraiment avoir de la dignité. Parce que les gens ne nous ont pas écoutés. On a fait 2 jours de combat avec la gendarmerie. Eux lancent les lacrymogènes. Nous, on réplique avec les mêmes lacrymogènes qu'ils lancent. Il y a même 2 bébés qui sont morts. Il y a 2 bébés qui sont morts. Et à partir de 21h, ils ont commencé à tirer des tirs de sommation à balles réelles. Il y a un jeune qui a pris une balle dans la cuisse. Il y a un, le lendemain matin, on l'a trouvé mort. Aujourd'hui, sa famille est là. Et le lendemain, ça a repris encore jusqu'à ce qu'on puisse trouver vraiment du confort. C'est maintenant le maire est venu. Le premier adjoint au maire, il nous a appelés et ils nous ont dit d'arrêter parce qu'ils vont prendre l'affaire en main. Et la jeunesse a calmé. C'est comme ça les négociations ont commencé. Et quelques jours après, le premier magistrat de la commune de Yopougon, Adama Bitogo, qui était en déplacement, est arrivé. Et c'est depuis ce jour, vraiment, il a pris des dispositions. Et depuis ce jour, les machines ne sont plus rentrées encore à la GESCO. Et avec maintenant toutes ces décisions que le gouvernement prend pour nous soulager, nous voyons vraiment qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté maintenant le déguerpissement, que maintenant c'est les assainissements. Nous sommes un peu soulagés, mais nous ne sommes pas encore dédommagés. Nous dormons sur le site, nous dormons dehors. Les locataires n'ont pas été dédommagés, les propriétaires n'ont pas été dédommagés. Et moi-même qui vous parle, au même moment où on cassait ma maison, je venais de finir 3 studios de 35 000, carrelé tout. À une semaine, c'est là ils ont cassé la maison. C'est pour dire que nous savons que nous avons tout perdu. Nous savons que nous avons tout perdu. Et depuis un certain moment, par le courage de Madame Picheline Balé, nous avons du sourire parce que notre affaire était plus de sérieux. Et beaucoup d'hommes ont commencé à comprendre que la vérité était cachée. Et M. Assalé Temoko aussi nous a soutenus sur des chaînes de télévision. Vraiment, nous sommes satisfaits. Mais nous attendons toujours ceux qui sont humains. Parce que quand je dis humains, le district, ils ne sont pas humains. Parce qu'ils ne sont même pas encore passés sur le site pour saluer la population. Ils sont restés seulement et ils sont venus de nuit pour voir le directeur, le fondateur du collège pour trouver une solution avec lui. Mais ils ne sont même pas passés pour dire bonjour aux populations sinistrées qu'ils ont laissées dans des difficultés qui dorment dehors. C'est aujourd'hui que nous avons reçu une bâche des présidents du quartier. Et je passe par là pour dire merci à la coordination des présidents des jeunes du quartier GESCO qui ont envoyé une bâche. Imaginez pendant la nuit où les gens dorment, s'il pleut, c'est aujourd'hui. Toute la journée, surtout à Dijon. Et effectivement, c'est aujourd'hui à 14h que nous avons reçu une bâche pour que les familles qui dorment sur les hangars à côté, auprès des maquis, il y a des maquis qui ont eu pitié de nous. Quand ils ferment, ils demandent à certaines personnes de venir dormir sur les terrasses. Vraiment, ça fait pitié. Des personnes, nous qui étions autrefois propriétaires de cours, qui avons des locataires, qui nous payaient. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à donner 1 kilo de riz à nos enfants. Et je dis merci à Madame la Présidente Picheline Balé qui a pu satisfaire hier avec vraiment une somme pour que ces personnes-là puissent payer de quoi manger hier. Ils étaient très, très satisfaits hier. Et je vous informe que depuis ce moment, il y a des gens passent, des politiciens passent, tout le monde passe. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Mais personne n'est encore venu au secours des populations. Personne. Je vous le dis, personne. Parce que nous sommes à l'est, nous sommes là sur le site, nous les attendons, nous avons besoin de secours. Parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a même des femmes enceintes. Donc, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Bana. Donc, chers auditeurs, vous avez entendu la version de M. Bana. Ils n'ont pas été avertis, on les a surpris. Et aujourd'hui, les familles sont dans le dénuement total. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Les politiciens défilent là-bas, personne ne leur apporte assistance, alors qu'ils ont besoin de se reloger, ils ont besoin de retrouver une vie normale. Donc, ils ont besoin d'aide. Mais la première aide serait que le président de la République lui-même prenne l'affaire en main pour vraiment redonner leur dignité à tous ces chefs de famille qui ont
tout perdu en un clin d'œil et qui ne savent pas comment faire avec leur famille. Donc, vous qui nous écoutez, si vous connaissez le président, si vous connaissez ceux qui sont dans le gouvernement, il faut leur parler. Ceux aussi qui peuvent apporter une petite aide. Beaucoup de petites aides, là, ça devient une grande aide pour que vraiment ces populations-là puissent avoir un minimum. La situation est vraiment désastreuse. J'étais vendredi à Banco 1. Le responsable de Banco 1 n'arrive pas à nous rejoindre ici, c'est dommage, mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant que nous étions en train de nous entretenir avec eux, la machine est venue pour poursuivre son travail. Devant nous, elle cassait les maisons encore pour accroître le préjudice. Là-bas, ils ont laissé l'école. Mais qui va aller dans l'école là? L'école est abandonnée, au contraire, même les déguerpis dorment là-bas. Une partie des déguerpis. Parce que les élèves qui fréquentaient cette école-là, avec ce qui s'est passé, ont été envoyés dans des familles d'accueil ici et là. Donc, personne ne vient là pour qu'il y ait cours. Donc, vraiment, la situation est terrible. Elle est terrible. Je vais vous laisser poser des questions à M. Banan. Oui, vas-y, Charlène. Voilà. Bonjour, Monsieur Banan. Je suis Charlène Mossou. Je suis la fondatrice de cette radio. Et bonjour, vraiment, madame. au nom de toute notre équipe, on veut vraiment vous dire bon courage et puis Yako. C'est la partie même qui m'a fait le plus pitié. À peine vous avez fini de construire vos studios qu'on les casse. Et quand on pense qu'on nous dit à nous ici d'envoyer de l'argent pour construire au pays, bon, c'est du gros n'importe quoi. Donc vraiment, Yako. J'ai pas vraiment des questions à vous poser. Mais si j'avais une question, quand est-ce que les déguerpissements, les casses ont commencé à GESCO et quand est-ce que ça s'est arrêté de façon précise? De quand à quand? M. Banan est là? Oui, je suis là. Voilà. Effectivement, j'ai pas trop mémoriser la date, mais le premier jour où les casses ont commencé, c'est à la veille, c'était un dimanche, à la veille du match Côte d'Ivoire où on a perdu 4-0 là. Oui, c'est ça. La veille du match contre la Guinée équatoriale. Voilà, contre la Guinée équatoriale. Voilà, une partie de GESCO n'a pas pu regarder le match. GESCO Pays-Bas. Voilà, c'est là ils ont cassé. Et nous-mêmes, ce jour-là, on s'est plaint même, nous-mêmes, vraiment, nos bouches, on a dit des mauvaises choses. Parce qu'on n'était pas contents. Et quand est-ce que ça s'est arrêté? Et ils nous ont informé qu'après la CAN, c'est là ils vont recommencer. Oh. Donc, dès que la finale est finie, le dimanche qui a suivi, c'est là ils ont commencé. Voilà, après la finale, le premier dimanche, ils ont attaqué les hostilités. Ok, donc le premier dimanche, ils ont cassé jusqu'à quand? Bon, Non, ils ont cassé le dimanche seulement. Ils ont cassé le dimanche. Mais ils ont cassé beaucoup. Voilà, ils ont cassé. En une journée, ils ont deux bulldozers. D'accord, je vois. En une journée, ils peuvent vous casser 200 mètres. D'accord. Merci, Monsieur Banan. Je voulais pas vraiment. J'ai voulu poser ces questions parce que je suis pas là-bas, on n'est pas là-bas pour voir. Donc, comme on a eu la chance de vous avoir, et je pense que au nom de la radio, je viens au nom de Mind Radio, étant donné que vous avez accepté de venir donner ce témoignage authentique là sur notre radio. Je vais contacter Picherie Ballet pour notre modeste contribution. Ça va pas être beaucoup, mais c'est pour vous et votre famille. Voilà, c'est ce qu'on peut faire et puis on va continuer à crier jusqu'à ce que le gouvernement vous aide vraiment. Parce que c'est M. Bitogo qui doit vraiment vous soulager. Mais moi, je suis plus intéressée par vous parce que vous avez accepté l'invitation de Picherie Ballet et vous êtes venu sur des Mind Radio. Donc, je vais contacter Picherie Ballet après l'émission et elle va vous transmettre ce que la radio a pu faire. Donc, vraiment, Yako et bon courage. Les amis, c'est lancé. Chers amis auditeurs de Mind Radio, si vous êtes intéressés, essayez d'acheminer aussi vos montants. Tout ça, on va donner ça à Picherie pour qu'elle puisse continuer la lutte là-bas. Mais bon, voilà ce que moi je vais faire dans un premier temps. Et si vous êtes intéressés, tous nos amis du côté de la conférence, de Zoom ou de Zeno, voilà, vous pourrez rentrer dans mon inbox pour ceux qui sont sur le territoire américain, acheminer-moi vos aides et on va tous envoyer ça à Picherie et puis bon. Et Picherie, comme j'ai dit, l'aide de la radio précisément, c'est pour M. Banan. C'est pour M. Banan seul. Voilà. Et ça bien compris. Voilà. Maintenant, si les autres ont pu envoyer quelque chose, voilà, vous allez répartir ça pour faire ce que vous pouvez faire là-bas avec. Vraiment, merci beaucoup Picherie et merci à M. Banan. Il y a une vieille même, après M. Mouloukou va prendre la parole. Hier, on a fait une réunion, hier nuit à Gesto, et il y a une vieille, son cas fait pitié. Elle dit son mari
Monsieur Banan, vous vous rappelez son nom, non? Elle s'appelle Konéou Koulibaly, j'ai oublié. La vieille là. Oui, je connais la vieille là. Je la connais très bien. Voilà. Son mari ne marche plus. Il est handicapé, il est malade, donc il ne peut même pas se déplacer. Si ce jour-là, un de ses fils n'était pas à la maison, puis on les surprend, on aurait détruit le bâtiment sur le pauvre monsieur. C'est son fils qui l'a soulevé pour l'envoyer dehors. La vieille pleurait à chaudes larmes. En tout cas, il y a des situations très, très, très dramatiques. On va aller avec M. Mouloukou qui a levé la main. Ensuite, ça sera M. Sostenko. Ok, merci Pulchéri. Je voudrais vraiment aborder dans le même sens que Charlène et j'ai pas de questions à poser, c'est compatir à la douleur de nos frères et sœurs qui vivent à cette situation à GESCO. Mais je l'ai dit à Pulchéri hors antenne, je crois que vous êtes quand même chanceux d'avoir le président de l'Assemblée nationale comme le premier magistrat de la ville, de la commune. Et lui, il a accès au chef de l'État. Et ça, il le dit souvent. Donc, mettez la pression sur la mairie et sur le maire afin qu'ils puissent faire en sorte qu'on débloque des fonds. Parce que ça, ils en ont. Ils ont la possibilité de vous aider. Il n'y a vraiment pas de raison. Sur la mairie, elle devait être capable, le premier magistrat de votre commune devait être capable d'actionner ces fonds-là et puis faire en sorte qu'on puisse vous soulager. Parce que, comme Charlène le dit, Pulchéri, elle a eu à le faire. Moi, elle m'en a parlé. J'ai vu sur les différentes publications. C'est bon. Nous, on peut apporter quelque chose, mais ça ne vous amènera nulle part. C'est vrai, ça soulage un temps soit peu. C'est vrai, Charlène, elle a un peu canalisé. Une personne, 2 familles, 3 familles, ça peut les soulager. Mais là, vous êtes nombreux. Il y a plusieurs centaines de personnes et l'État a les moyens de venir dans des cas d'espèces, de venir, parce que c'est une façon très cavalière de venir comme ça, casser des habitations et puis mettre les gens dans la rue. Et moi, je crois qu'il faut vraiment actionner, M. Gbanin. Si vous pouvez, faites en sorte que les responsables des quartiers vous organisez pour voir la mairie, mettre la pression sur le maire. Il devait être capable de trouver des solutions plus durables. Merci. Merci beaucoup, M. Mouloukou Traoré. Monsieur Kofi, vous avez levé la main. Oui, je pense mon micro en truc. Hein. Vous m'entendez? Oui. Ok. Moi, je voulais poser 2 questions à l'intervenant. Vous aviez dit, hein, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, quand ça a commencé, la première personne, votre premier interlocuteur qui est venu assister un peu à ce qui s'est passé, c'était le premier magistrat de votre commune, n'est-ce pas, Monsieur Bictongo? C'est ce que vous avez dit, non? C'est ce que vous avez dit, non, monsieur? Oui, effectivement. Ok. Et puis, c'est quand il a voyagé, après, qu'on est venu casser votre coin? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Alors, vous avez aussi dit, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là. Il a dit qu'ils n'allaient pas continuer, que bon, et non, puis... Monsieur Kofi. Oui, j'écoute. On ne va pas répéter ce que le monsieur a dit. Il dit que le maire est venu. Il s'est offusqué du fait que ils aient été surpris, que leur maison était ainsi détruite, et il a dit qu'il allait faire en sorte que ça ne se répète plus. Mais si jamais ça se répétait, il fallait que les populations s'opposent à cela et que les populations l'appellent. C'est ça, non, M. Banan? Oui, effectivement. Voilà. Donc, M. Kofi, quelle est votre question? Vous avez dit que vous avez la question est de savoir qu'est-ce qu'il a fait après ça, après que ce qu'il a dit. Il a dit s'ils s'opposent, ils se sont opposés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Puisque dimanche, vous dites que vous étiez là-bas. Pendant même que vous étiez là-bas, les gens continuent à casser. Oui, M. Banan. Maintenant, deux, je vais faire vite. 2. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez rester où vous êtes ou bien qu'on vous dédommage et que vous allez quitter les lieux? Qu'est-ce que vous, les habitants qui ont été victimes de ce drame-là, qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà mes 2 questions. Ok, vraiment, merci beaucoup. Concernant la situation aujourd'hui, moi je vais profiter de votre antenne pour dire merci au premier magistrat, M. Adama Bitogo, parce que c'est par son canal qu'aujourd'hui nous avons une certaine force. Parce qu'il a lui-même décidé de nous défendre. Parce que depuis le jour, il n'arrête pas de toucher partout pour que vraiment la population soit à l'aise. Il s'est même déplacé, il est venu. Et le même jour, il est venu, il a vu l'école, il a vu tout. Il n'a même pas fait de discours, il est parti. Il dit qu'il va aller croiser le Premier ministre. Et effectivement, il est allé. Et je crois que bien hier, c'était dans la semaine, on a eu à causer avec lui. Il nous a reçu à la mairie vendredi. Voilà. Il nous a donné des garanties. Voilà. Il nous a donné des garanties, il nous a donné des solutions à son niveau qui pouvaient se faire. Et lui et le Premier ministre, ils sont en contact. Et mais je crois bien qu'après le Conseil des ministres de mercredi, il doit nous recevoir jeudi à la mairie de Yopougon. Voilà. Et
pour ce que vous dites. Nous, personnellement, notre quartier est reconnu par l'État. Nous avons nos papiers. Si le district reconnaît avoir fait une erreur, qu'elle nous reloge d'abord, parce que nous avons envie de dormir. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous ne dormions pas. Le sommeil, c'est important. Nous ne dormons pas. Dormir dans la rue et dormir dans la maison, c'est pas la même chose. Nous dormons sur des grabats. Nous voulons d'abord une maison. Vous voyez qu'avant la CAN, on a logé 24 pays dans notre en Côte d'Ivoire ici, dans les différentes villes. Mais aujourd'hui, voilà que des Ivoiriens que nous sommes, depuis un certain moment, on a cassé nos maisons, on dort dehors. Ça, c'est dangereux pour notre vie et pour la vie de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et on leur demande d'aller à l'école. Ils vont se laver où pour aller à l'école? Ils vont manger où pour aller à l'école? Ils vont comment faire leurs besoins où pour aller à l'école? Ils vont étudier où? Et ça, nous avons besoin. Et nos enfants sont en classe d'examen. Parce que l'État même a affecté des élèves dans ce collège qu'elle vient de casser. 900 élèves affectés par l'État. Et il y a plus de 1800 élèves dans cet établissement. Et on a cassé toutes les maisons. Si nous, les parents, on se déplace, l'école devient comment? Et aujourd'hui, ce que nous demandons à l'État, c'est de nous reloger. Après nous avoir relogé, qu'on nous restitue nos lots. Et aujourd'hui, nous avons vu l'équipe technique de la mairie venir prendre des mesures. On dit que c'est 50 mètres. Et ils ont cassé 165 mètres. Donc, le premier magistrat a pris des précautions. Il nous a dit d'attendre jusqu'à jeudi. Il va nous donner des résultats. Mais pour ce moment, nous voulons dormir quelque part. Nous voulons dormir dans des maisons. Nous voulons aussi notre dignité. Même lieu, vous voyez, la pluie a commencé. Pour notre santé, vraiment, que l'État passe à nous. Pour ne pas que demain, on voit encore une épidémie de choléra ou bien de quoi que ce soit sur le site. Donc vraiment, nous voulons notre dignité. C'est notre dignité, nous voulons. Ok. Merci, voilà. Monsieur Banan. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Sissé a la main levée. Monsieur Sissé, allez-y. Bonsoir, Charlène. Bonsoir, Madame Pilcheri. Et bonsoir aussi au frère Bana. Vraiment, je suis de tout cœur avec les sinistrés. Et comme généralement on le dit, que lorsqu'on voit le vautour sur le corps d'un semblable, il faut chasser le vautour du corps du semblable en disant quitte notre corps en fait. Ce n'est pas eux seulement qui sont concernés. Parce que dans un état où on ne respecte plus les règles, ça veut dire que personne n'est à l'abri quoi. Parce que nous autres, nous met en prison pour n'avoir pas respecté les règles. Et les gens qui sont en règle encore, s'ils sont victimes encore de la loi, ça devient autre chose. Et les gens font l'amalgame entre la loi et le droit, alors que les gens ont le droit de défendre leurs droits. Donc c'était pour apporter tout mon yaku, tout mon soutien aux familles éplorées, à ceux qui sont victimes de ce drame. Et aussi dire que ouais, je vais appeler Charlène après pour voir ce que je pourrais de mon côté pour faire part de ma très nette consternation. Et dans le sens, je vais aborder dans le sens de M. Traoré qui a parlé bien avant Sosten, parce que aller dans un souci de puisqu'on a accès, et si M. Bana écoute, si vous avez une requête, pourquoi est-ce que c'est une idée que je mets, ne pas rester en contact avec quelqu'un de politique, essayer d'adresser une lettre ouverte au président de la République qui lui soit adressée directement, quels que soient les canaux qui seront utilisés, et énumérer tout ce qu'il y a à faire et définir les possibilités de l'État, puisque nous avons hébergé 23 pays sur notre sol. Il y a des villages camps qui sont encore disponibles pour loger des Ivoiriens. Et maintenant, nous montrer, d'abord faire les doléances de ce que vous souhaiterez être logé. Et maintenant, nous ouvrir les yeux sur les possibilités des infrastructures qui existent. Et afin maintenant, avant de revenir sur le côté des dédommagements. C'est-à-dire qu'on fasse une lettre ouverte, qu'on adresse directement au président et qu'il se sente concerné, se sente touché directement. Ce qui va avoir une autre vue comparativement à quelqu'un qui vient négocier, essayer d'avoir sa clémence. Donc, c'est ce que je voulais dire dans ce domaine-là. Si c'est possible, bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être possible, mais il y a des gens quand même qui suivent la place là-bas qui peuvent aider à rédiger ce genre de courrier pour qu'on fasse une adresse directement au président. Et même s'il faut toucher aussi certaines presses des journaux sur la place pour les faire savoir qu'il y a une lettre qui a été adressée au président de la République. C'est ce que moi je voulais dire par rapport à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sissé. Donc, M. Bana, vous notez, c'est une proposition de M. Sissé d'adresser une lettre ouverte au président de la République. Ok, allez-y, M. Bamba.
Bonsoir à toi, Charlène. Bonsoir à Plisserine Balé. Bonsoir au frère Bana. C'est vraiment triste de constater de tels événements en Côte d'Ivoire quand on sait que déjà nous-mêmes nous avons ouvert nos portes à certains frères de la sous-région. Je parle là de vers Wangolo. Pour les familles sinistrées du Burkina Faso qui sont arrivées. On a pu les recueillir. On ne peut pas mettre nos propres frères dehors. On leur a même construit des maisons en dur. C'est ce que je dis justement. Donc, on pourrait faire la même chose pour nos frères. Parce que quand on parle aujourd'hui du programme social du gouvernement, ce n'est pas fait comme ça des paroles en l'air. Il ne faudrait pas faire de la politique politicienne. Il faudrait que ce soit acté dans les faits. Voilà. Donc, vraiment, je compatis vraiment à la douleur des frères. Et même en même temps, j'aimerais demander aux frères Bana, est-ce qu'ils auraient un syndic là-bas et un président du syndic? Parce que pour ça, je crois déjà il y a les décrets de 2013 et 2014 relativement à la copropriété. Il y a certains droits que vous avez. Est-ce que, comme l'a dit le frère tout à l'heure, à travers cela, donc, faire un courrier qui serait adressé directement? C'est vrai que le ministre-gouverneur Bakongo, il a été nommé pour une mission bien précise, mais on dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, il ne faudrait pas faire les choses baroudeurs, parce qu'on sait que vous aviez peut-être fait ailleurs, ça a marché, mais il faut faire les choses selon la procédure. C'est important. Donc, il faudrait voir ça et puis demander, il faut que vous fassiez bloc pour que vous puissiez rester dans vos droits. Parce que le terrain n'est pas un terrain qui est sur la voie publique. Je pense que, comme vous le dites, il y a certains qui ont les accédé. On l'a dit, c'était pratiquement 176 familles. Et le frère, le maire, Timoko Assalé, quand il a fait ses investigations sur le terrain, il a même bien dit ceux qui avaient des ACD, ceux qui avaient des papiers villageois et ceux qui n'en avaient pas, machin, tout ça, il a fait tout le nombre. Donc, ça veut dire que vos terrains sont déjà viables et fiables. Il faudrait tout faire pour pouvoir rentrer dans vos... Vous avez fini? Oui, c'est ce que je voulais dire. Je compatis vraiment au problème de nos frères. Et puis, on est dans la joie, on vient nous mettre dans la tristesse. Après la CAN, je pense que ça même c'est mal joué. C'est pas vraiment un fair play, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Votre conseil. Monsieur Bana. Oui. Vous avez entendu ce que Monsieur Bamba vient de dire. Est-ce qu'au niveau des propriétaires là-bas, vous êtes unis? Est-ce que vous êtes en collectif? C'est vrai que vous êtes le coordinateur des victimes, mais qu'est-ce que vous mettez dans victimes? C'est les propriétaires seulement? C'est tous les autres? Est-ce que vous êtes unis? Bon, effectivement, vous voyez, c'est maintenant que nous avons essayé de mettre tout en place parce que nous ne nous attendons pas à cela. Voilà, c'est des choses que, au fait, si c'était, on avait informé le quartier, informé, on allait avoir un collectif. Mais comme on a été pris en surprise, donc c'est maintenant on essaie de s'organiser. Donc on a un collectif de propriétaires et la plupart des locataires actuellement, vraiment beaucoup même cherchent à partir. Donc l'idée des collectifs, eux, à leur niveau, ils n'ont pas ça trop en tête. Ils veulent avoir leur argent et puis partir. Mais c'est nous, les propriétaires, on est en train de s'organiser et trouver vraiment des hommes compétents pour nous aider à monter certains dossiers, pour nous aider à vraiment nous organiser. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, que certains connaissent. C'est pourquoi vraiment nous disons toujours merci à la présidente Plisserine Balé, par laquelle nous allons essayer vraiment de trouver à notre niveau une solution pour la croiser, pour qu'elle puisse vraiment nous aider et nous ouvrir les portes qu'il faut, nous montrer les voies qu'il faut. Parce que c'est vrai, nous ne savions pas ces choses, nous ne les connaissons pas parce que nous n'avons jamais vécu ça. Mais maintenant que ça nous est arrivé, vraiment, c'est comme ce n'était pas aussi une cité, vous n'étiez pas organisé, chacun était chez lui. Voilà, c'est ça. Chacun était chez lui. Moi-même, j'étais dans mon champ à Daloa. Donc, ça veut dire qu'on a laissé chacun sa famille là et puis, tellement on était en confiance, bon, chacun était chez lui parce qu'on n'est pas menacé, nos terrains n'étaient pas menacés. Voilà, nos terrains n'étaient pas menacés. On va arranger ça parce qu'il y a eu une réunion hier avec la FIDOP et l'association des femmes jury. L'interlocuteur, c'était un certain M. Koulibaly. C'est avec eux, avec lui que la FIDOP a organisé sa réunion. Moi, j'ai organisé ma réunion avec vous. Et puis, il y a M. Dro, qui est le président des acquéreurs. Donc, il faut que nous tous, là, on se rencontre pour se parler et puis voir comment vous rendre plus solide, plus fort pour avancer, quoi. Parce que vraiment, merci. Comment vous diviser. Mais on va en parler, il n'y a pas de problème. Nous, en tout cas, on est disposés à vous aider, à vous trouver un avocat et tout, ça va aller. Non, je parlais tout à l'heure, là, de syndic, parce que c'est important, hein. Il est important, parce que même là où moi j'habite aujourd'hui,
c'est difficile. Quand vous n'êtes pas constitué en syndic, l'État ne voit pas comment vous arranger. Vous n'avez plus de droits. Donc, il faut qu'il fasse tout, quel que soit, si c'est une cité, c'est pas une cité, c'est un quartier, il faut qu'ils puissent se retrouver, se regrouper et puis essayer de faire un syndic, un bloc pour pouvoir être plus... Voilà, c'est ce qui serait souhaitable. Aujourd'hui, là, les gens sont dans des immeubles, dans des cités, et puis il n'y a vraiment pas de syndic. C'est pas normal. C'est pas normal, parce que là, c'est un peu la porte ouverte à tous les abus, quoi. Merci. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Senda, vous avez ouvert votre micro. Senda, oui, allez-y, on vous reçoit maintenant. Allez-y. Ok, merci Madame Chérie. Oui. En fait, je voudrais vraiment dire, voilà, Yakou a notre illustré, et en particulier celui qui est venu nous étaler les faits. C'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous autres, on sait ce qui se passe, mais comme de beaucoup, et comme je sais que c'est notre invité, beaucoup ont la tendance de faire toujours ressortir, nous appelons l'État, nous appelons l'État, nous appelons l'État. Or, on sait que c'est ce même État qui est venu commettre ces gaffes. Bakongo ne peut pas se lever, venir casser, même il ne serait qu'une brique de quelqu'un sans que le président ne soit informé. Le président sait bel et bien et ils savent tout ce qui se passe. Donc quand les gens disent nous appelons l'État, l'État va rien créer, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ils ne vont rien créer. Tout ce que nous pouvions demander, tout ce que nous pouvions faire, s'il pourrait avoir 5 Chéri Balé, 5 Assalé Timoko, je pense que la Côte d'Ivoire allait porter mieux. Mais hélas, ce sont des copies uniques, telles que Mme Chéri Balé et M. Assalé Timoko. En ce qui concerne aujourd'hui, moi je dis qu'on n'a pas d'opposants, parce que c'est une occasion où les opposants devaient faire une récupération et à leur faveur. On a dit en 2000, pour un simple port de boubou, soit 10 ans, en fait ce qui s'est passé. Les gens ont pris ça. Ils disent non, on empêche les musulmans de 7 ans, on empêche les nordistes de porter boubou et le monde entier est informé de ça. Mais aujourd'hui, voilà, on fait dormir des Ivoiriens à la belle étoile, puis à une saison pluvieuse. Et nos opposants, ils n'ont fait que faire passer une visite de pèlerinage sur le site et c'est fini. Ils ne sont pas, je sais pas, sinon si j'étais à leur place, j'aurais réussi d'utiliser cette histoire-là afin que le monde entier fasse face avec celui qui gouverne le pays. Mais hélas, sont dans ils donnent sur les lauriers. Mais ce que je voudrais demander est que les victimes sollicitent en tout cas l'aide des particuliers, peut-être que les Chéri Balé, les Assange Timoko et l'aide des avocats, que ce soit nationaux ou internationaux, qui puissent les aider à monter un dossier de pression parce qu'on connaît notre juridiction. Les juges qui sont actuellement à la merci du gouvernement, ils ne vont rien créer s'il n'y a pas assez de pression. S'il n'y a pas assez de pression, que ce soit au niveau national comme international, tel que la radio qui nous reçoit aujourd'hui, si les gens ne font pas savoir ce qui se passe et que ça va se passer à huis clos, je vous assure qu'on va faire 10 ans. Bon, déjà même il reste quelques mois, peut-être ils vont passer, peut-être on ne sait pas ce qui nous va. Mais s'il n'y a pas de pression, puis eux, nos frères vont dormir, d'autres vont se retrouver au village. Quelqu'un comme celui qui est venu nous parler, qui est en train de nous parler, qui est propriétaire de maisons, aujourd'hui se retrouve sans maison. Aujourd'hui, peut-être même il n'a pas prévu. Et comme il vient de dire, s'il vient de terminer 3 studios, c'est qu'il a mis toute son économie dedans, certainement. C'est qu'il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas quelque chose pour aller même lier une maison. Aujourd'hui, quand les gens parlent, nous autres, on a vécu certaines situations. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je viens à Cocody. Parce qu'aujourd'hui, même si tu me dis de déménager, je pourrais le faire. Mais si c'était 6 mois en avant et 6 mois en arrière, plutôt, tu me disais, déménage. À ce moment, j'étais dans une maison de 40 000. Mais tu me dis, déménage pour aller dans une maison de 30 000, je n'allais pas pouvoir le faire. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis dans une maison de 250 000. Si tu me dis de déménager, je peux le faire parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai eu les moyens. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce moyen-là. Et donc, nous autres, on sait. Hier, avant de venir, j'ai dit, hier, ça dit 6 mois en arrière, il y a des fois, ma femme me dit, mais on va quitter la maison. Mais quand elle me dit ça, on dirait, je sais pas quoi, on dirait, je vais à l'étranger. Est-ce que tu connais ma poche? Vous ne connaissez pas. Nous autres, on a traversé cette situation. Donc, quand on voit nos frères dans cette situation, les gens pensent que ça veut manquer d'argent. Les gens pensent que c'est avec plaisir que les gens sont dans les quartiers précaires. C'est pas avec plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sinon, nous tous, on rêvait de vivre à Angré, on rêvait d'avoir des maisons à Angré, on rêvait
rêve d'avoir ça même. Mais c'est pire. Nous étions à Bobo hier comme nous autres, c'est parce qu'on n'avait pas ces moyens-là. Mais dès que l'occasion s'est présentée aujourd'hui, ça va. Bref, comme aujourd'hui, qui m'a sauvé, c'est un Marocain. Comme ils sont toujours nos sauveurs. C'est un Marocain qui m'a sauvé. Aujourd'hui, on travaille et j'ai un bon salaire qui me permet de dire. Donc, je voudrais vraiment interpeller ou bien nos frères avocats, que ce soit nationaux ou internationaux, les ONG qui peuvent vraiment tenir ces personnes-là. Sinon, si c'est effrayé, cette affaire va pas quelque part. Et par hasard, si ce pouvoir prend encore le pouvoir en 2025, c'est fini pour eux. Merci, M. Nda. Merci, M. Nda. Nous tenons à vous rassurer que quand M. Banan va finir avec sa liste, nous, on va demander aussi une copie et puis on va mettre un avocat à leur disposition. Il y a M. Edi qui a levé la main. Pardon, avant que M. Edi ne prenne la parole, je voulais rapidement dire, après avoir écouté M. Nda, je voulais dire que il ne faudrait pas que nos amis qui habitent à Cocody ou bien à Benjerville ou bien c'est pas dans d'autres quartiers que Yopougon, il ne faudrait pas que, moi je veux pas que, parce que ce qui est vrai, ils sont tous en Côte d'Ivoire. C'est un peu bizarre de voir que on pense que c'est Jesco bien c'est Yopougon. Vous êtes sur le terrain, aidez-le comme vous pouvez, que chacun apporte sa contribution. Si c'est pour faire des marches, si c'est pour vous lever, pour dire pourquoi vos frères sont dehors, faites-le aussi. C'est pas une affaire, c'est sérieux. C'est pas une radio qui a plus crié que quelqu'un pour faire ça. C'est surtout ceux qui sont sur le territoire ivoirien. Parce que si on pense que non, c'est une affaire de Yopougon, c'est ça qui est le problème. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. Donc on peut être à Cocody, on peut être à chose, comme on dit, à Benjerville, ou bien on peut être à Tiasalé, mais on doit faire quelque chose. Si ça peut se lever pour marcher, levons-nous pour marcher. Si c'est pour arrêter d'aller au travail, n'allons plus au travail. Mais faites quelque chose de passion nationale, sinon ça ne peut pas aller quelque part. Ça, c'est ce que je voulais dire après avoir écouté M. Nda. Oui, Salem, deux petits points. Le premier, c'est de te dire que c'est toutes les communes du district qui sont concernées. C'est-à-dire qu'il y a les sites, sur les 176 sites là, il y a pour Cocody dedans, il y a pour Marcory dedans, il y a pour Plateau, toutes les communes ont trouvé dedans. C'est toutes les communes qui sont concernées. En plus, c'est pas seulement le pouvoir à Bobo, Claude, toutes les communes ont des sites concernés. En plus, donc ça doit être quelque chose de national. Ça doit être vraiment quelque chose de national. Il faut que le pays crie son ras-le-bol. Nous, on n'est pas là-bas. Donc, mettons nos ras-le-bol là. On se fait passer pour des personnes qui veulent, on va nous dire venez ici, vous-même venez ici. C'est ce qu'on nous dit tous les jours. Vous êtes sur le terrain, faisons quelque chose. Picherie Balé n'est pas en fait. Elle n'est pas en fait. La Salette Yomoko n'est pas en fait. Ils ont besoin de soutien. Ils peuvent être deux seulement. Et puis, on va s'asseoir là pour souhaiter une photocopie de 5 picheries, 5 soyons cette photocopie là. Vraiment, excusez mon ton, mais vraiment, ça me fait trop mal. Merci. Ok, merci, Salem. Il nous reste 15 minutes. Allons-y. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Il y a peut-être quelques questions que je voulais poser pour la suite, tout en apportant mon soutien aussi à M. Bama, et puis à et à toutes les victimes de ce qui se passe à Yopougon et qui pourrait se passer même déjà sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan. Par le passé, lorsqu'il y a eu des cas de la sorte, peut-être les dites, c'est vers toi que je vais avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la recherche des dédommagements comme prévu, là, est-ce que ça a été effectivement effectué? Ça, c'est la première question. La deuxième, qui n'est peut-être pas une préoccupation, on voit que M. Bana intervient ici. Or, avec les régimes que nous avons dans nos pays, et notamment en Côte d'Ivoire, les personnes comme lui, qui sont capables de dénoncer des faits provenant des turiféraires d'un régime qui n'a cure pour les personnes précarisées, il y a plusieurs façons de les influencer. Ça peut être des arrestations, ça peut être par des soudoiements pour le tirer, donc lui en tant que représentant émergent de ces personnes-là. Et puis, on l'a vu dans le cadre des victimes des déchets toxiques, comment ça s'est passé, vous voyez, et même de bien d'autres choses. Alors, concernant sa sécurité, pour ce qu'il dénonce aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on peut prévoir, comment lui-même il prend aussi des dispositions là, parce qu'il faut préserver ces personnes-là. La troisième préoccupation que j'ai, qui peut être aussi pour ajouter à la série de recommandations qui ont été faites par les uns et les autres ici, les forces en présence en Côte d'Ivoire incluent aussi les syndicats. Edith, on en a parlé en long et à large, c'est vrai qu'il y a une grosse baisse de régime
des syndicats en Côte d'Ivoire, mais les syndicats constituent la force majeure. Ici, par exemple, les syndicats qui s'occupent plus des personnes qui sont dans l'économie informelle, comme on le dit. J'ai eu à échanger avec certains leaders donc, de ces syndicats-là, mais toutes les maisons qui ont été rasées, il y a beaucoup qui sont, en tout cas, qui travaillent et gagnent leur vie dans ce qu'on appelle le secteur de l'économie informelle. Donc, associer aussi les représentants et ces organisations-là, ces syndicats-là, à ces démarches-là qui sont prévues, je pense que ça pourrait aussi faire balancer les choses. Et puis, pour terminer, je dirais que l'appel et le cri de cœur de Charlène est bien perçu parce que ça constitue effectivement. C'est dommage que quand on voit la réaction des gens du régime en place, on dit oui, il ne faut pas politiser l'affaire. Mais le logement est politique. La politique du logement, la politique de l'assainissement, la politique de, qu'on appelle ça, du dédommagement, parce que c'est l'argent du contribuable qu'on va prendre pour dédommager les gens. C'est l'argent du contribuable qu'on a pris pour mettre de l'essence dans des dangers, qu'on a acheté aussi aux frais de l'argent du contribuable pour casser. Donc tout est politique. C'est faux de dire que parce que des leaders politiques se retrouvent sur le terrain, donc ils veulent récupérer la chose politiquement. C'est archi faux. Donc il ne faut pas se laisser aller à ce langage, mais il faut effectivement que même nous aussi, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous puissions porter cette voix là-haut dans les instances où nous pouvons pour parler du problème social qu'il y a en Côte d'Ivoire, déjà même à l'orée de l'élection 2025 qui arrive. Voilà les 4 ou 5 points que je voulais faire. Il y a des questions dedans, mais il y a aussi des contributions, des recommandations. Merci Edith. D'accord, merci. Je vais répondre à la première question. M. Banan va nous dire ce qu'il fait pour sa sécurité. Parce que les autres aspects, ce sont des contributions, notamment de proposer à M. Banan de se rapprocher aussi des syndicats, c'est ça? Par rapport à ce qui s'est passé par le passé, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on assiste à 2 types de déplacements involontaires. Quand c'est un déplacement qui est fait par un projet financé par des bailleurs, l'État est obligé d'être correct. Donc, je disais que quand ce sont les bailleurs qui financent un projet donné, là, l'État fait le tort de traiter les populations comme il se doit. Donc, sous le président Dédié, on a vu comment on a déplacé les gens de Washington à Biabou. Malheureusement, ceux-là sont concernés par les projets du district cette année. Ils ont déjà été déguerpis, ils vont encore être déguerpis. Maintenant, on a eu aussi le cas du 3e pont, le pont Henri Conan Bédié. Ce pont-là aussi, avant sa construction, toutes les populations ont été indemnisées. Les libérations de sites se sont faites sans problème jusqu'à la réalisation du projet. Il en est de même pour le 4e pont. Ceux qui étaient concernés ont été dédommagés. Donc, il y a des cas, il y a des bons exemples, mais ces exemples-là sont liés à des projets que des bailleurs financent. Maintenant, les mauvais exemples, tous les mauvais exemples sont des projets financés purement par l'État. On a l'exemple des déguerpis de 2014-2015 dont j'ai publié la vidéo hier ou avant-hier, là, non, ça doit être avant-hier, que j'étais là-bas mercredi. Ceux-là, ils ont été déguerpis dans le cadre du plan Orsec. Il y a un plan qui avait été mis sur pied par la préfecture d'Abidjan avec l'Office ivoirien section civile et puis le ministère en charge de l'assainissement pour que dans les périodes avant la saison pluvieuse, on prenne des dispositions pour les populations qui sont dans les zones à risque. Et c'est ceux-là qui ont déguerpi des gens sans les dédommager. Donc aujourd'hui, on a des déguerpis de 2014-2015 qu'on devait dédommager pour autour de 3 900 000. Depuis 2015 et en 2021, on a commencé à les dédommager. Et on donne 200 millions par an. Donc vous imaginez, sur près de 4 milliards, quand on donne 200 millions par an et puis on commence en 2021, là, à quel moment on va finir? En temps, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que chaque fois qu'ils déguerpissent les gens de façon brutale, comme ça, sans accompagnement, sur place, il y a des gens qui meurent de crise d'AVC. Et dans les mois qui suivent, il y en a d'autres qui meurent aussi à cause de la pauvreté, du dénuement brutal dont ils ont été l'objet. Donc, quand en 2015 et 2020, les gens ne reçoivent rien, il y a beaucoup de morts, il y a des malades graves, il y a vraiment... bon, si je veux m'étendre dessus, on ne va pas finir, mais on a aussi les déguerpis de 2010. J'avais invité le président, il n'a pas pu être là, mais eux aussi, ils n'ont rien reçu jusqu'aujourd'hui. Donc voilà un peu les exemples qu'on peut citer qui se sont passés et qui font dire que ceux qui conseillent que les gens se lèvent sur leurs droits, là, ils ont raison. Parce qu'ils ont déjà fait ça à beaucoup de personnes sans les aider, sans les aider dans le temps et puis ça a créé vraiment beaucoup de choses, quoi.
Voilà. Allez-y, Daniel Kuzali. Oui. Oui, bonsoir à vous tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, on vous entend bien. Bonsoir. Dieu merci. Bonsoir. Moi, ce que je voulais dire aux Ivoiriens, c'est que nous sommes confrontés à un gros problème humanitaire. Et il y a certains Ivoiriens qui se disent que comme eux, ils vivent à Cocody ou bien ils vivent peut-être dans certaines zones, d'après eux qui sont bien équipés, ils ne pensent pas peut-être un jour devenir pauvres. J'aimerais leur dire de regarder en arrière pour regarder l'histoire de Emmanuel Lebouy. Il était bien assis et son compte s'est vidé maté. Pour vous dire que on peut quitter de la pauvreté pour devenir riche et de la richesse pour devenir pauvre et se retrouver à Boribana, ou se retrouver à Jesco, ou se retrouver je ne sais où. C'est pour dire aux Ivoiriens que le problème qui est en train de mener aujourd'hui notre société est un problème dont nous tous, nous pouvons être touchés demain. Parce qu'on ne connaît jamais, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain nous-mêmes. Même nos propres enfants peuvent se retrouver là-bas. Donc, il y va de la sécurité de tout un chacun. Nous devons lutter ensemble, main dans la main, quelles que soient nos appartenances politiques. Nous devons mettre ça de côté et se concentrer vraiment sur cette affaire ou attirer sérieusement l'attention de l'État sur ce problème-là. Et vous voyez, j'ai fait un post même tout à l'heure où j'ai dit que les gens prennent le malin plaisir de se foutre des Ivoiriens en réalité. Pendant qu'ils organisent Children of Africa et il y a des enfants qui sont en train de dormir dehors sous la pluie. Et ça fait pitié. Quand je vois que des Ivoiriens associent des images à cet événement, ça me fait mal. Parce que je trouve que c'est de l'inconscience caractérisée. Parce que peut-être qu'ils se disent que demain, ils vont jamais arriver là-bas. Et ils ont tout gagné. Mais on ne connaît pas demain. Donc, il faut avoir le côté humanitaire. Il faut être humanitaire et c'est sérieux. Moi, c'était juste ma petite intervention. J'aimerais vous dire vraiment merci à vous tous qui avez intervenu sur ce panel. Et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. La lutte continue. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup d'encourager les autres à contribuer. On attend aussi ta contribution. Monsieur Banan, concluez. Si vous prenez des dispositions pour votre sécurité ou pas, vous pouvez lui répondre? Oui, je peux lui répondre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les dispositions, moi, je n'en vois pas. Parce que ce que l'État a fait là, ils m'ont déjà tué. Quelqu'un qui avait ses enfants réunis avec lui en joie, qui vivait tranquillement. Mais comprenez-vous que je fais quoi? De me cacher devant qui? Parce que je parle, on va me tuer. Je ne peux pas me cacher. Je veux parler parce qu'on m'a arraché ma vie. On a arraché la vie de mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont en classe d'examen. Si demain, ils n'ont pas étudié, ils vont échouer. Et s'ils doivent reprendre la classe, j'enlève l'argent où? Où j'enlevais, ils ont tout brisé, mon espoir. Bon, je vais me cacher pourquoi? Donc mon combat n'est pas de me cacher, c'est de me présenter pour que un jour, même si je devais mourir, que mes enfants sachent que c'est cette vie que je voulais qu'ils soient à l'aise. Non pas qu'ils soient malheureux, qu'ils soient à la rue. Parce que j'ai combattu pour qu'ils aient une vie meilleure. Aujourd'hui, tout a été balayé. J'ai un réveil de la main, en 30 minutes, tout est fini. Mais qu'est-ce qui me reste? L'effort de parler, l'effort de bouger, c'est la seule effort. Parce que c'est les moyens, je n'en ai pas. Mais si je n'ai pas fait l'effort pour que quelqu'un me vienne en aide, qu'il doit me cacher parce que j'ai peur qu'on va me tuer, je pense que je ne suis pas un homme digne d'être père. Voilà. Monsieur Banan ne se cache pas. Nous aussi, on ne se cache pas. On parle et puis on est là. Dieu nous protège. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Banan, vous allez préparer votre mot de fin. Pendant ce temps, je vais dire à nos auditeurs que c'est une affaire qui est plus grave qu'on ne le croit. Sur la liste des 176, il y a des villages dessus. Il y a des villages. C'est pour ça que l'abbé quand c'est levé, quand il a parlé là, on dit le nom n'est plus un mari. Pour montrer la façon fantaisique dont les sites là ont été choisis. On en vient même à se demander si c'est pas un ballon de terre. Ils viennent, peut-être qu'ils vont prendre 100 sites, ils annoncent 176. Et puis après, quand les gens vont se plaindre, on va retirer certains sites. Et puis, ceux qui ne réfléchissent pas loin vont aller leur dire merci parce qu'on les a épargnés sans penser aux autres. En tout cas, il y a un problème. Il y a des villages qui sont concernés. Il y a une partie du village de Blocos. Il y a une partie du village d'Aquai-Santé de Benjerville. Moi, en tout cas, j'ai écrit à tous ces villages-là. À partir de mercredi, je vais commencer à les rencontrer pour les conscientiser. Si c'est à cause de ça, ils ont accepté. Merci. Oui, vous pourrez intervenir rapidement, sinon il est l'heure. Si c'est à cause de ça que les ébriers ont laissé le district là, en tout cas, c'est pas bon d'être. Parce que le village là, c'est ça qui est notre identité. Tous les Ivoiriens là, chacun connaît son village. Quand on commence maintenant
entrer sur le périmètre des villages, là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, mais je voulais juste dire que c'est pas seulement les quartiers précaires. Vous avez entendu M. Banan, ils ont leur papier. Normalement, même là, GESCO devait être restructuré. L'argent de restructuration, là, on ne sait pas où l'argent là est rentré. Donc, il y a un véritable problème. C'est plus sérieux que de jeter des personnes à la rue. C'est des expropriations réelles qui sont en train de se faire. Ok, qui voulait prendre la parole, la personne va parler rapidement et puis on va donner le mot de fin à M. Banan. Ouais, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. Merci beaucoup à mon très cher frère KGB Le Bourou, M. Daniel, pour l'invitation sur ce panel qui concerne le déguerpissement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous les invités. Merci beaucoup à toi, Picheri Edith Balé. Merci beaucoup à vous. J'aimerais très rapidement, en quelques minutes, en quelques secondes, puisque j'ai pris, comment dirais-je, cette émission en cours, et saluer toutes les braves femmes et les braves hommes qui sont en train de faire un travail en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui que ce régime-là a décidé d'exproprier des Ivoiriens qui sont dans leurs droits. Le cas école, c'est M. Sissé Ibrahim Bakongo, qui est le nouveau Atchan, pour ne pas dire le ministre-gouverneur d'ici d'Abidjan, qui a fait ses preuves au niveau de la mairie de Koumassi. Qu'est-ce que l'individu n'a pas hésité à, sous des prétextes fallacieux, à nous faire comprendre et à faire comprendre aux résidents que l'endroit était inondable. Ces personnes ont été déguerpies. Plus tard, la mairie a été estée au tribunal et ces personnes-là ont eu, n'est-ce pas, gain de cause. Force est de constater que nous sommes dans cette même manipulation également. Quand on les bombarde, puisque celui le bulldozer, c'est l'homme à tout faire. Voilà, c'est le taureau, n'est-ce pas, du RDR qui est en train de... Ça fait des années que nous sommes dans ce combat-là. Commencé par la famille Boundi, qui a été également dans le même cas, sans oublier le Cocody Danga, c'est le 2018. On a toujours été, n'est-ce pas, de ce combat-là. Et nous trouvons qu'il faut mettre fin à cette hémorragie. D'où la sortie, n'est-ce pas, du prélat, du prêtre Abékan. Et cette sortie a fait que M. Bakongo s'est déporté pour aller le revoir. Et nous apprenons le lendemain que non, Anono n'est plus sur la liste, n'est-ce pas, des zones, n'est-ce pas, inondables. Voyez-vous, c'est que ces personnes-là ont signé des gros contrats pour vendre, n'est-ce pas, des terrains là, exproprier les Ivoiriens qui y sont. Et fallacieusement, on nous explique que c'est des étrangers, alors qu'ils ont plus, n'est-ce pas, de l'argent avec des multinationales. Et demain, vous allez voir que sur ces terrains, d'autres viendront ne pas s'installer. Et il est narratif qui sera rétorqué pour dire que l'opposition ou la société civile fait de la récupération politique, ou la récupération politique. N'oubliez pas une chose, que sous le régime du président Gbagbo Laurent, les RDR a placardé des pancartes dans toutes les rues d'Abidjan. Et sur ces pancartes-là, la vie chère, c'est la guerre. Est-ce que le prix du pain a augmenté? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que les Ivoiriens manquent de logement? C'est la guerre. C'était pour démontrer qu'ils voulaient changer les choses. Et j'étais dans la critique. M. Ouattara lui-même, pour terminer, M. Ouattara lui-même, souvenez-vous de son discours à Yamoussoukro, où il a dit qu'il a donné pas des ACD à qui? À ceux-là qui sont à Boulibana et autres. Mais au lieu des ACD, le monsieur, pardon? Non, je dis si, heureusement c'est à l'avant. Ok. Et donc, ce monsieur a envoyé ne pas que des bulldozers. Et pour aller casser quoi? Même des mosquées. Imaginez-vous si c'était sur le magistère du président Gbagbo Laurent, le président Bédié. Nous ne sommes pas séniles. Voilà pourquoi nous devons continuer, n'est-ce pas, notre combat pour la dignité humaine. La politique doit se faire à visage humain. On ne peut pas accepter que l'homme envoie des bulldozers pour casser les maisons des gens et puis on va mettre des préfabriqués à l'hôtel, à l'école Chahélène. Et puis ces enfants-là sont aujourd'hui traumatisés à vie. D'où j'interpelle ici vous, les acteurs de la société civile, vous qui êtes fallacieusement visés par les attaques de ces personnes-là, vous traitant d'être des politiques. Et c'est très bien que Picheri Edith Bagley n'est pas, n'est-ce pas, politique. Elle joue son rôle. Mais voilà, les sacerdoces, n'est-ce pas, d'un acteur de la société civile, c'est de dénoncer. Mais son rôle, c'est ça. Parce que demain, ils oublient une chose. Demain, ils auront bien le Picheri Edith Bagley. Parce que demain, ils oublient ce côté-là que aujourd'hui, ils trouvent qu'elle joue le mauvais rôle. Mais demain, regardez ceux qui sont aujourd'hui au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, ils s'agrippent qui la société civile. Aujourd'hui, la société civile joue un rôle prépondérant au niveau du Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, ils ont voulu éteindre cette société civile-là. J'aimerais saluer ici la pugnacité. Comment dirais-je, le combat, n'est-ce pas, avec beaucoup de courage et de détermination. La résilience qu'a Picheri Edith Bagley et les acteurs de la société civile qui se battent pour la dignité humaine en Côte d'Ivoire. C'est par ce propos, j'aimerais vous dire que malgré ce qu'ils vont malgré les qualificatifs orduriers, malgré les invectives, malgré les menaces, puisque la fois dernière nous avons vu sur la page Facebook de Edith Bagley où elle est informée qu'elle est également menacée, elle est dans un bourbier. Nous vous accompagnons toujours et nous allons toujours soutenir votre combat. C'est Dieu pour vous, parce que tout le monde n'est pas inquiété. Ils sont prêts à aller faire un gala, envoyer n'est pas des maîtres types, envoyer les Sarkozy en Côte d'Ivoire à coups de milliards, mais ils sont incapables de se déporter.
fleurs ou en face de Student of Africa. Je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à l'émission. Monsieur Bana, on va vous demander votre mot de fin et puis on va conclure cette émission. On devrait finir à 21h. Talent, ça va nous donner au moins 3 petites minutes et on n'a pas commencé à l'heure. Allez-y, monsieur Bana. Oui, vraiment merci, Madame la Présidente. Merci de m'avoir invité à cette émission. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je voulais aussi dire merci à tous mes collaborateurs et aussi merci à monsieur Assalé Timoko. Et vraiment, mon mot de fin, c'est que je compte sur vous pour que le combat continue. Parce que nous, on ne va pas arrêter. Vraiment, donnez-nous les moyens de nous approcher de vous. Voilà, pour que nous puissions combattre jusqu'au bout, afin que tous nos droits nous soient restitués. Afin que nous retrouvons notre humanité. Voilà, nous retrouvons notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons honte de nous-mêmes. Mais vraiment, merci. Merci beaucoup. Ça va aller. Merci. Dieu va vous aider. Je vous appelle après. Donc, chers amis, vraiment merci. Merci d'avoir disposé votre temps pour être avec nous ce soir. On prend rendez-vous pour le dimanche 7 avril afin de faire le point de l'actualité du mois de mars en espérant qu'on n'aura pas beaucoup de mauvaises surprises comme au mois de février. Que Dieu bénisse votre mois de mars. Excellente soirée à vous et puis à bientôt. Goodbye. Dans la vie, dans la vie, dans la vie.